Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un plaisir d'être de votre ce soir. Voici le sommaire. L'heure est au bilan. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, cadres et responsables évaluent l'exécution du plan de travail annuel au titre du 3e trimestre. La distribution des attestations du baccalauréat a démarré ce lundi 5 octobre 2020, comme annoncé par le directeur Alphonse Da Silva. Les concernés se dirigent déjà vers les lieux retenus à cet effet. La journée de l'enseignant, on en parle encore. Vous suivrez dans cette édition les impressions des acteurs du système éducatif au sujet de la journée. Évaluation du plan de travail annuel du 3e trimestre du ministère de l'Industrie et du Commerce ce mardi. Le directeur de cabinet du dit ministère a fait le point des travaux exécutés jusque-là. Je vous invite à suivre un extrait de son discours d'ouverture. La présente revue vient donc à point nommé dans la mesure où elle permet d'apprécier les résultats obtenus, de faire une analyse comparative de ces derniers avec les prévisions et de combler les retards éventuels enregistrés. Au terme des travaux préparatoires au présent atelier, il ressort que le plan de travail annuel gestion 2020 du ministère est exécuté sur le plan financier à 61,65%, base engagement, et 42,69% base ordonnancement à la date du 30 septembre 2020. Au plan physique, le taux d'exécution s'établit à 53,35% contre 76,98% attendu, soit une performance de 69,30%. Dans le cadre de cet atelier, il s'agira de procéder à la validation du niveau atteint par les indicateurs, analyser les difficultés qui ont jalonné l'exécution du PTA, prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation des performances meilleures en fin d'exercice budgétaire 2020. La participation personnelle de la première autorité et des autres cabinets aux travaux de cet atelier a été une préoccupation importante pour l'autorité qui a voulu encadrer le processus jusqu'à son terme et se rassurer de partager la même vision avec ses collaborateurs que nous sommes pour la gestion des ressources que le gouvernement a mises à notre disposition. J'apprécie donc à sa juste valeur l'attachement que chacun de vous porte personnellement au développement de notre secteur et les mesures que vous prenez quotidiennement pour y contribuer. Des propos recueillis par Stanislas Attendegnon, Esther Saossi. Le gouvernement est dans la logique de rapprocher la justice des justiciables et depuis plusieurs mois, il travaille à améliorer le fonctionnement des tribunaux à travers formation, recrutement et redéploiement. Le garde des Sceaux, Séverin Quenom, à travers un entretien accordé à la presse ce lundi, a revenu sur les actions mises en œuvre dans ce cadre. Suivez. Le gouvernement s'emploie à mettre en place les tribunaux tels que c'est prévu par la loi d'organisation judiciaire. Et cette loi prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier que sont Cotonou, Porto Novo et Paracou, et 3 cours d'appel également un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une 3e à Paracou. Aujourd'hui, l'état des lieux se présente comme suit. Nous avons 14 tribunaux de première instance, de première classe et de deuxième classe
en service sur les 28 qui sont prévus. Il reste donc 28 à installer. Les 3 dont vous faites état, à savoir Comé, Dassa-Zoumé et Malanville, sont donc les 3 qui viennent s'ajouter au lot existant. La mise en place et la mise en service de nouveaux tribunaux répond à la volonté politique de doter les tribunaux en effectifs suffisants pour les faire tourner, parce qu'il n'est pas nécessaire, ou il n'est pas de bonne loi d'installer un tribunal sans qu'il y ait les effectifs suffisants. Et également, derrière, il y a une politique de construction des infrastructures pour accueillir les autres tribunaux, de telle sorte que, mettons, d'ici à 2 ans, avec les nouveaux éditeurs qui sont en formation depuis le début de cette année, plus les 100 que nous allons recruter d'ici au mois de décembre, nous aurons suffisamment de bras pour opérationnaliser les autres tribunaux qui attendent donc d'être mis en place. Oui, nous avons nommé récemment 76 magistrats, donc nouveaux magistrats, et puis les mutations qui ont été opérées récemment ont concerné environ 200 magistrats qui seront déployés sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de mutations d'envergure, mais pour combler le vœu d'efficacité du président de la République qui veut que tous les tribunaux soient également dotés en nombre suffisant de personnel judiciaire, à savoir magistrats, greffiers et personnel de soutien, pour lesquels le gouvernement a autorisé également le recrutement de 167 agents qui sera fait avant la fin de cette année. Il y a, pour ce qui concerne le service public de la justice, un certain nombre de protocoles. Nous allons devoir sacrifier à la cérémonie de la rentrée judiciaire. La rentrée judiciaire théoriquement est pour le 15 octobre, mais la Cour suprême devra effectuer la sienne d'abord, et puis les tribunaux les tribunaux de fond, ou les juridictions de fond, comme nous le disons, vont opérer les leurs, et en ce moment-là, tous ces tribunaux se mettront en service. Donc il faut espérer que d'ici à la première semaine du mois de novembre, tous les tribunaux, les nouveaux tribunaux seront installés dans leurs locaux, et puis les anciens tribunaux reprendront à la fin des vacances judiciaires. Désormais, nous avons une école qui forme les magistrats de bout en bout. Il y a la formation initiale, il y a la formation continue pour ceux qui sont déjà en fonction. Les exigences seront les mêmes pour tous. Alors donc, il leur appartient, pour ceux qui veulent exercer ce noble métier, de se mettre déjà au travail, de se préparer, et puis après, pour le concours, ils seront plus à l'aise et se réclamer donc les meilleurs, parmi les meilleurs que nous allons sélectionner pour aller dans cette école d'élite. En bref, cette fois-ci, sachez qu'en application des dispositions de la loi numéro 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, en son article 16, alinéa 2, le président de la République, Patrice Talon, a reçu officiellement des mains du président de la dite commission, Isidore Clément Kapouchichi, le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Et c'est au cours d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée ce mardi au Palais de la Marina en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Quenom, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, et des commissaires de la CBDH. Vous suivrez le reportage avec plus de précision dans nos prochaines éditions. La distribution des attestations du baccalauréat session de juillet 2020 a démarré depuis ce lundi. Dans tous les départements, les nouveaux bacheliers se rendent déjà dans leurs centres de composition respectifs pour entrer en possession de leur parchemin. Reportage. Comme annoncé par le directeur de l'Office du bac, les nouveaux bacheliers entrent effectivement en possession de leurs attestations depuis ce lundi 5 octobre 2020. La délivrance de ces parchemins est faite en 2 catégories. L'une se charge des séries B, E, F et G à Bégamin et l'autre des séries A, C et D ici à Sainte-Rita. Je suis venue ici pour retirer mon attestation de baccalauréat. On nous a bien servi. Premièrement, on est passé par des comptables, on a montré notre reçu et qu'on a pris à la banque pour payer. Tel que le directeur de l'Office du baccalauréat l'a lancé, on a commencé la distribution des attestations. L'étudiant est déjà passé à la banque, donc il a sa quittance originale. Il vient
avec la quittance originale et la photocopie du relevé de notes. C'est la photocopie du relevé de notes qu'il présente au comptable qui est sur le terrain et il lui valide la photocopie. Avec la photocopie, il joint sa pièce d'identité et va vers ceux qui doivent lui donner l'attestation et il prend son attestation. Que ce soit à l'un ou l'autre des endroits de délivrance des attestations, le respect strict des gestes barrières à la Covid-19 est de mise. Nous avons déjà, comme vous le voyez, les dispositifs de lavage des mains. Tous les étudiants portent leur cache-nez. Lorsqu'ils viennent, il y a une distanciation d'1 mètre. Vous aurez constaté qu'ils ne sont pas beaucoup parce qu'on a programmé à cause de Covid-19, on a programmé et puis ils viennent par jury. On est en train de les satisfaire. Prévu pour durer 1 semaine, l'Office du bac se fait ainsi plus proche des nouveaux bacheliers et évite les longs voyages onéreux et risqués. Au lendemain de la commémoration de la journée des enseignants, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans quelques collèges de la ville de Cotonou pour recueillir les appréciations de quelques acteurs du système éducatif. On les suit. C'est pas pour rien que beaucoup fuient le secteur. Je suis vraiment heureux que chaque fois on pense à l'enseignant, chaque année on en vienne à célébrer de façon officielle la journée de l'enseignant. Chacun à son niveau sait ce qu'il fait, chacun essaie d'être dans les normes, chacun essaie d'être dans les plans pour assumer à juste titre ce métier qui est très noble. Enseigner aujourd'hui constitue une joie dans la mesure lorsque l'enseignant a réussi à encadrer l'apprenant et qu'à la fin du parcours, on voit l'apprenant évoluer, c'est vraiment une satisfaction morale. Je dis que l'objectif est atteint. Le métier de l'enseignant aujourd'hui est plus exigeant. C'est un plaisir parce que c'est une manière de montrer à l'enseignant son importance dans la société, dans la formation de l'homme, parce qu'il s'agit de travailler l'homme, de le façonner, de l'amener à s'accomplir dans la société, à être utile à la société. Donc la tâche de l'enseignant ainsi définie, c'est un plaisir pour lui qu'il soit à l'honneur toute une journée et souhaitons que les efforts soient vraiment faits pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Le métier d'enseignement aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment une différence par rapport à notre époque. À notre époque, l'enseignant était respecté. Aujourd'hui, les élèves ne respectent plus trop l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui protègent l'apprenant. Cela fait que de plus en plus, les élèves, les apprenants n'ont plus trop de respect pour l'enseignant. Ils attendent que la fonction soit revalorisée. Donc si l'État peut vraiment revoir les réformes pour que la condition de l'enseignant soit améliorée, ce serait une très bonne chose. Le Bénin, comme de nombreux pays en Afrique, est confronté aux problèmes de grossesse en milieu scolaire. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, le problème persiste et les acteurs éducatifs apportent quelques astuces pour lutter convenablement contre ce fléau. Diane Christelle Oniodje, Aliou Anthony pour le reportage. Grossesse en milieu scolaire. Le phénomène est de plus en plus remarquable dans nos établissements secondaires. On note au cours de l'année scolaire 2018-2019, 1122 cas enregistrés. 2017-2018, 2912 cas et puis 3045 cas enregistrés en 2016-2017. Le phénomène, selon les spécialistes rencontrés, s'explique par le manque d'information et d'éducation. Alors du point de vue individuel, je pense que les enfants doivent prendre leurs responsabilités, sachant déjà leur propre vision pour la vie et ce qu'ils veulent pour le futur. Du point de vue parental, je pense que les parents doivent faire un accompagnement rapproché. D'abord, prendre connaissance de l'emploi du temps de leurs enfants, de suivre l'évolution des enfants. Les parents doivent constamment conseiller les enfants. Il faut que chaque acteur à son niveau joue son rôle en tant que non seulement enseignant mais aussi éducateur, psychologue. Il faut que nos enseignants arrivent à avoir cette dimension d'éducateur qui va au-delà de l'enseignant, qui cadre l'enfant, qui lui disent des choses que peut-être les parents n'ont pas l'habitude de lui dire, que l'enseignant arrive
amener l'enfant à avoir confiance en lui, même parfois au-delà des parents. Concilier études et grossesse, ce n'est pas une chose aisée. Le sexe, c'est pas une mince affaire, c'est pas une affaire d'enfant. Parce que lorsque c'est un acte que vous posez qui a des conséquences. D'abord, ça vous déconnecte de vos études. Lorsque vous prenez goût, vous préféreriez le sexe au cahier. C'est extrêmement compliqué. On ne peut pas concilier les deux. Il est difficile au niveau primaire et au niveau secondaire, surtout le premier cycle, de concilier sexe et études. Concilier signifie qu'on fait les deux en même temps et ensemble. Ce n'est même pas possible. Face à la recrudescence du phénomène de grossesse en milieu scolaire, les acteurs de l'éducation pensent que l'abstinence est la meilleure option pour éviter ce fléau. La meilleure façon, qu'on le dise ou non, qu'on ne veuille pas le reconnaître ou non, c'est l'abstinence. Pour un enfant de 0 à 16 ans, je pense qu'en tant que parent, on doit être capable, en mesure de les cadrer, de les enseigner jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur maturité qu'il faut. Lorsque quelqu'un ne peut pas s'abstenir de relations sexuelles, il vaut mieux choisir une méthode de contraception et ça au moins on peut l'assumer pour éviter des grossesses non désirées. Quand bien même il n'y a pas un âge légal pour avoir un premier rapport sexuel, toutefois, il faut qu'on en convienne que c'est lorsqu'on est prêt qu'il faut tenir le premier rapport sexuel. La sexualité en milieu scolaire a sans doute des impacts sur les apprenants. L'accompagnement des parents, éducateurs et autres s'avère indispensable pour le bien-être et le maintien des apprenants à l'école. On quitte le Bénin pour le Soudan où il y a eu une ambiance festive suite à l'accord de paix entre le gouvernement de transition et une coalition de groupes armés. Les dirigeants œuvrent ainsi pour le rétablissement de la paix et de la démocratie dans le pays après des années de conflits. Les détails dans ce reportage de nos confrères de CCTV+. Les partis à l'accord de paix du Soudan signent un accord à Djouba. L'accord prévoit le retour des réfugiés chez eux sans être poursuivis, même s'ils avaient fait partie d'un groupe d'opposition armée au Soudan. Le gouvernement soudanais affirme que l'accord marque la fin de la guerre dans le pays. Nous sommes prêts à travailler avec tous les groupes pour la paix. Le Soudan nous appartient à tous, nous avons combattu depuis longtemps et la guerre ne nous a pas profité. J'appelle tous les Soudanais, nous allons nous rassembler et travailler pour une paix durable dans notre pays. Cependant, deux groupes armés ont rejeté le processus de paix actuel. Ils disent qu'ils ont besoin d'un plan de mise en œuvre distinct. Les deux groupes exigent également que leurs armées ne soient pas réintégrées dans les forces armées soudanaises avant au moins 20 ans de plus. Ils veulent en outre que la constitution du Soudan soit modifiée, déclarant le Soudan comme un État laïque par opposition à l'État islamique actuel. Mais les 7 groupes d'opposition armés qui forment le Front révolutionnaire du Soudan, qui ont signé l'accord, réitèrent leur attachement à l'accord. C'est un jour historique pour nous. Nous croyons que c'est le début d'un grand Soudan, un Soudan où il y a la justice, la paix, où il y a l'égalité et où il y a la paix. Le Soudan du Sud, qui a négocié l'accord de paix, appelle les parties soudanaises à mettre pleinement en œuvre l'accord. Nous considérons la paix du Soudan comme notre propre paix et nous considérons qu'il est de notre responsabilité de rendre au Soudan toutes les bonnes choses qu'ils ont faites pour le Soudan du Sud. De nombreux membres de la communauté internationale se sont engagés à soutenir le processus de paix au Soudan. Nous soutenons pleinement le processus de paix du Soudan. Nous aimerions exhorter les groupes qui ne font pas encore partie de l'accord de paix à se joindre au processus afin d'avoir une paix globale au Soudan. L'accord de paix est considéré comme important pour le Soudan parce qu'il réduirait les dépenses militaires et libérerait les fonds nécessaires pour stabiliser l'économie. Alors que la pandémie de la Covid-19 continue de ravager l'économie mondiale, l'édition 2020 de l'exposition internationale d'importation de Chine arrive donc à un moment critique pour de nombreuses entreprises. L'exposition va montrer les derniers équipements et technologies et va stimuler les exposants. Reportage. L'exposition internationale d'importation de la Chine est l'un des événements les plus populaires de l'année pour les entreprises.
Plus de 500 000 visiteurs professionnels avaient répondu présents à la deuxième exposition pour sécuriser des accords et construire des partenariats. Outre les entreprises, près de 130 pays y avaient également envoyé des délégations officielles. Les entreprises chinoises avaient bénéficié de la possibilité d'importer davantage de produits de haute qualité. Pour la plupart des exposants et des participants, c'était 5 jours de marche, de discussion, d'échange de cartes de visite et d'obtention d'accords. Le montant total des transactions potentielles avait atteint plus de 70 milliards de dollars, soit 23% de plus que lors de la première exposition. Compte tenu de la notoriété de l'événement, la CIIE est rapidement devenue un endroit où il faut être présent pour de plus en plus d'entreprises qui lancent de nouveaux produits et de nouvelles technologies. L'an dernier, près de 400 nouveaux produits ont été lancés lors de l'événement et avec les activités durement touchées par le Covid-19, de nombreuses entreprises attendent avec impatience l'édition 2020. C'est la deuxième fois que Shiseido rejoint la CIE. L'année dernière, nous avons appris beaucoup de choses grâce à cette plateforme. Cette année, nous aimerions vous présenter nos nouvelles marques qui ne sont pas lancées en Chine. Avec le Covid-19, l'impact négatif est là, mais la reprise du marché chinois est très rapide. L'exposition montre les derniers équipements et technologies à l'ensemble de l'industrie et stimule les importations et leur utilisation pour les patients chinois. Cet équipement et ses fournitures sont adaptés aux Chinois et à leurs conditions. Nous avons déjà mis en place une usine dans la province du Jiangsu et nous prévoyons de construire des centres de dialyse et des hôpitaux en Chine à long terme. Jusqu'à présent, les dernières données que nous avons montrent que nous avons 160 entreprises inscrites, ce qui est très bien. Nous avons de grands acteurs, nous avons des entreprises de taille moyenne et des plus petites. Les préparatifs sont en bonne voie pour le mois prochain. Avec le Covid-19 qui frappe les entreprises mondiales et met fin aux rencontres en face à face, les experts disent que la CIIE de cette année pourrait fournir un coup de pouce bien nécessaire et aider les entreprises pour que leurs activités reviennent à la normale. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Vous pouvez suivre ce journal également sur notre site internet ainsi que tout le reste de notre programme sur le site internet www.etelebenen.com, la page Facebook et la chaîne YouTube en tapant ETélé Bénin. Juste après moi, retrouvez la cérémonie de remise au président de la République à Patrice Talon du premier rapport annuel de la Commission béninoise des droits de l'homme sur l'état des droits de l'homme au Bénin, suivi de la question du jour avec Jacqueline Alavor. Et après, vous pouvez retrouver Romia Dhoui pour la suite du Grand Soir. Bonne soirée en notre compagnie.